Bonjour à tous et bienvenue à ma session Help. Ma mère est un coach agile. C'est la première fois pour moi à Agile Grenoble, donc je suis vraiment ravie d'être ici. Et l'accueil, l'organisation, tout est super. Donc merci. Merci aux sponsors aussi qui nous permettent d'être ici et de faire des belles choses. Très rapidement, donc Vanessa Humphreys, je suis coach agile, coach professionnel en devenir aussi. Je viens de commencer une formation qui, si on parle des émotions, je kiffe, grave. Donc voilà, je suis passionnée. Passionnée, c'est un peu le mot quand les gens parlent de moi, quand je suis en réunion ou quoi que ce soit. Je suis peut-être un peu trop comme Capucine, donc je vais apprendre à réguler mes émotions maintenant. Donc, aujourd'hui, pourquoi je suis là, en fait, c'est que je me suis posé la question il y a quelque temps de, ok, quels sont les parallèles que l'on peut faire entre l'agilité et nos relations familiales, en fait. Et du coup, comme j'accompagnais des équipes et je les accompagnais afin d'améliorer la collaboration, d'améliorer la communication et les relations, je me suis dit, ok, c'était il y a 2 ans à peu près, j'ai un préado, la communication avec les préados, on peut pas dire que ce soit le top. Du coup, je me suis dit, ouais, attends, hey, t'es top au boulot, pourquoi t'essayes pas d'aller choper des trucs d'agilité et de les mettre en place à la maison? Donc, voici ma famille, maman super-héroïne, comme toutes les mamans, papa super-héros, comme tous les papas, dimension en plus différente, mon mari est britannique, j'ai vécu en Angleterre pendant 12 ans, du coup, on a beau être voisins, on a quand même des cultures carrément à l'opposé l'un de l'autre, et vous devez bien vous douter des manières d'éduquer ou d'éducation un petit peu différente aussi et à l'opposé. Ensuite, mon fils, qui maintenant est carrément ado, là on est en plein dedans, ça y est, ça a commencé, en colère, pratiquement tout le temps. Il ne sait pas pourquoi, il est triste. Faut savoir qu'il c'était quelqu'un d'enjoué, il est plein d'humour et tout. Même quand il était petit, tout le monde me disait waouh. Il a un humour fantastique. Il a tout perdu. C'est fini. Il est plus là, l'humour. Il est juste malheureux tout le temps. Il sait pas quoi faire. Il est dégoûté. Et puis, il y a sa petite sœur. Sa petite sœur, elle, qui maintenant a presque 9 ans, mais qui pense qu'elle en a 14 ou 15, qui, elle, est une artiste. Du coup, il y a des crayons partout, il y a des feuilles partout, elle écrit partout, elle dessine partout. Elle dessine super bien, d'ailleurs, en l'occurrence. Mais n'empêche qu'elle en met partout. Et surtout, on a une pièce, une chambre dans la maison que l'on appelle la guest room, qui est faite normalement pour les invités, mais finalement c'est la PS4 room pour l'un et l'atelier créatif pour l'autre. Comme vous pouvez l'imaginer, ça va pas trop de pair. Donc voilà ma petite famille. Du coup, les premières choses sur lesquelles je me suis posé des questions, c'est, ok, pourquoi pas essayer d'utiliser ce que Kanban nous apprend ou nous montre afin de m'aider dans ma famille. La première chose pour laquelle j'ai utilisé Kanban, ça a été notre déménagement. C'est pas simple. Déménager de Londres à Bordeaux, c'est pas simple. Déménager d'une maison avec jardin, garage, à un petit appart, parce que vous n'avez pas de fiche de paye française, vous n'avez même pas de fiche d'impôt français, ou quoi que ce soit, vu que ça fait 12 ans que vous travaillez à l'étranger, c'est pas simple. On a commencé vraiment avec mon mari à se crier dessus, la communication n'était pas vraiment top. Du coup, j'ai fait un Kanban. J'ai fait un Kanban à la maison. Les premiers temps, sa réaction a été excusez-moi, je vais faire la traduction. Tu me fais chier avec ton boulot, quoi. C'est bon.
les post-it, les tableaux, t'es sans arrêt en train d'en mettre partout. Non, pas à la maison. Et puis, petit à petit, il a vu que finalement, c'était pas si mal que ça nous permettait de faire les choses en temps et en heure, et surtout de se rendre compte d'où c'était bloqué. Par exemple, le camion, on s'est rendu compte un mois avant qu'on n'en avait pas, finalement, parce que l'un croyait que l'autre l'avait appelé. Et voilà. Du coup, mettre en place un Kanban à la maison nous a vraiment aidés. L'autre chose, ça c'est moi le samedi matin. Ok, je travaille toute la semaine, je suis souvent en déplacement. Samedi matin, je suis à la maison. Tu fais le ménage, tu ranges les affaires, tu fais les courses, tu fais l'aspirateur, faut faire le lave-vaisselle, Et en fait, je me suis transformée en quelqu'un que je n'aime pas. C'est samedi matin, vraiment, je me suis transformée en la personne qui, au boulot, j'aide les personnes à ne pas l'être, finalement. Je donne des ordres, je crie. Mais t'en es où de faire la vaisselle? T'en es où de ça? T'en es où de ci? Et je me suis réveillée un jour, je me suis dit, j'en ai marre, c'est pas possible. Pourquoi je suis pas capable à la maison de faire, en fait, ce que j'essaye d'accompagner les autres au boulot à faire? Eh bien, encore une fois, j'ai mis un Kanban. Le premier jour où j'ai mis un Kanban, c'était un matin de vacances. J'ai fait le Kanban avant de partir au boulot et avec les tâches pour tout le monde. J'ai caché les manettes de la PS4. Je les ai mises sous clé. Autant vous dire que j'ai reçu un coup de fil de mon ado à 10h pétante. Il venait de se réveiller. Maman, c'est quoi ces conneries? Où sont mes manettes? Je dis, t'as vu le tableau? Il me dit, ouais, c'est quoi? C'est pour toi et pour ta sœur. Du coup, une fois que tout sera passé de to do à done, eh bien, je te donnerai tes manettes. Non, mais je rêve là. Mais c'est pas possible. Il dit, mais t'as vu tout ce qu'il y a à faire? Je dis, c'est bon, j'ai même pas pris mon petit-déj encore. Je dis, mais vas-y, je te promets, tu vas te sentir mieux. Il me dit, ouais, mais moi, j'en reçois quoi de ça? Il y a quoi pour moi là-dedans? Il y a que peut-être que quand je rentrerai à la maison ce soir, je te galerai pas dessus, je serai peut-être de meilleure humeur. Et puis, il y a peut-être aussi que on peut tous s'aider. Il m'a texté une demi-heure plus tard en me disant, maman, c'est bon, tout est en donne. C'est cela, oui. Non, je t'assure. Regarde, voilà la photo. Ouais, alors tout mettre en donne, je connais avec les équipes, vous inquiétez pas. J'ai dit, maintenant, tu vas me donner des preuves de ce qui a été fait. Ah, je t'aime pas. Bon, là, c'est comme quand on accompagne des équipes. Enfin, pour moi, je donne des leçons à personne, c'est juste moi. Je me dis, ok, faut que je sorte l'émotionnel. Du coup, c'est pas qu'il m'aime pas, c'est que pour son bien, je suis en train de faire quelque chose. Pour son bien, pour mon bien, pour notre bien en tant que famille, je suis en train de faire quelque chose. Ça lui plaît pas, c'est tout. Bon, vous inquiétez pas, le soir, je suis rentrée, on n'a pas parlé pendant 10 ans. Et petit à petit, maintenant, alors je le fais pas tout le temps, le Kanban non plus, mais de temps en temps, je le fais. Et il y a de moins en moins de réticence, il y a de moins en moins de textos de « je te déteste maman, je t'aime pas ». Voilà, petit à petit, ils se sont habitués et ça s'est mis en place. Juste pour la petite histoire, celle de 8 ans, elle a pris ses tâches, elle a fait son truc, elle a rien dit. Mais bon. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi, à quoi j'ai réfléchi aussi de ce que je pouvais retirer de l'agilité? On parle souvent de l'agilité en tant qu'état d'esprit. Le fait de favoriser le dialogue, de faire les interactions humaines plus que des processus, de privilégier la simplicité tout le temps, de construire autour de personnes motivées. À la maison, c'est pas facile, hein. C'est pas facile d'être motivé à la maison. On rentre le soir, on est tous crevés. Du coup, il y a pas mal de boulot. Et d'assurer une coopération. Communiquer. Donc, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des ados, vous savez que la communication, c'est pas facile. C'est pas facile. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire?
Au lieu de dire à mon ado, non, parle pas à ta sœur comme ça, c'est pas bien ce que tu fais. Ne lui parle pas comme ça. On s'est dit avec mon mari, ok, c'est juste, d'accord, tu ressens de la colère, tu ressens de la frustration. Elle est là, elle existe. On est d'accord, elle existe. Ça, il faut que tu arrives à l'évacuer. On va t'aider à l'évacuer. On ne te dit pas que ta colère est mauvaise. On ne te dit pas que tu ne devrais pas être en colère. Tu l'es, c'est une émotion. On peut rien faire par rapport à ça. Par contre, ce que l'on te dit, c'est, ok, va te défouler, va faire 3 tours de pâté de maison, vas-y. Et quand tu reviens, tu pourras à ce moment-là reprendre une conversation avec ta sœur ou avec nous, mais surtout avec sa sœur. Et ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on lui a expliqué, ok, toi tu traverses quelque chose. Ta sœur, pour elle, c'est un énorme choc. Vous étiez comme ça pendant des années. Depuis qu'elle est née, vous êtes comme ça. Vous faites tout ensemble, vous dormez ensemble des fois, vous jouez ensemble. Et là, tout d'un coup, elle, tu brises ce lien auquel elle est habituée. Eh bien, sa réaction à elle, c'est de venir t'embêter encore plus. C'est de venir peut-être écraser tes manettes de PS4. C'est de venir mettre ses papiers, ses dessins partout. Mais en fait, il faut que tu comprennes que de venir mettre ses dessins partout sur tes affaires, c'est pour te dire, ok, je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Est-ce qu'on peut reprendre ensemble alors qu'avant, tu adorais ces dessins ? Ce que j'ai fait, pardon, je suis désolée, j'ai vu une conf d'Agile Tour Bordeaux, la Christiane Danartig, et je ne sais pas si vous connaissez, mais alors j'ai adoré ces papiers de colère. J'ai absolument adoré le truc. Et du coup, ce qu'on a fait, vu que ma fille fait beaucoup de dessins, il y en a plein, on lui a dit, ok, tous tes papiers que tu n'utilises plus, tu les mets dans une boîte. Et on a dit à mon fils, ok, quand cela, ça commence à... Ça gonfle, tu ne peux plus te retenir. Plutôt que d'aller crier sur ta sœur ou même avoir envie de casser des trucs, tu prends le papier, tu le prends, tu le jettes, tu le fais comme ça, là. Vas-y, tu mets toute ta haine dedans, toute ta colère, tout ce que tu veux essayer de ressortir et tu le jettes à la poubelle. Et si un papier suffit pas, t'en prends un deuxième et tu continues et vas-y. Expulse toute cette colère. Et je vous invite, si vous connaissez pas, à aller voir un petit peu sur les blogs de Christian Danartig. Il fait ça dans ses classes. C'est un professeur de collège, et il le fait dans ses classes. Et ça a énormément d'effets positifs. Ensuite, l'agilité nous dit motivons. Nous devons travailler avec des personnes motivées. Nous devons les motiver. Si on passe notre temps à pointer le doigt sur ce qui ne va pas, à la maison c'est pareil, ça ne marchera pas. En tout cas pas avec mes enfants, pas du tout. Du coup, je me suis posé la question, je me suis dit ok, essayons plutôt d'obtenir des résultats par l'appréciation. Ça demande un travail sur soi quand même assez grand, parce que la première chose qu'on a envie de dire quand il ramène, je sais pas, un 5 sur 20 en maths, c'est qu'est-ce que t'as fait, quoi? Mais qu'est-ce que t'as foutu? L'autre jour, il a ramené un 4 sur 20 en américain, mais je dis là, mais t'es bilingue. Comment tu fais? Vraiment. Et donc, on respire, voilà. Et on a essayé plutôt de travailler vers la célébration et l'appréciation. La célébration et l'appréciation des petites choses. Alors, je les ai pas inventées, Je suis allée voir Jürgen Appelo. Il crée des kudo cards. Kudo, c'est dire merci. Eh bien, à la maison, on a des petites cartes dessinées par ma fille, tant qu'à faire. Du coup, on utilise toutes les compétences de chacun. Et on fait attention à chaque jour, avant d'aller se coucher, à ce qu'on ait dit merci à l'un de nous. Ça peut être des trucs, mais absolument minimes. Merci de m'avoir préparé mon thé aujourd'hui. À mon fils, au début, c'était merci de ne pas t'être énervé. Merci d'avoir réussi à discuter avec ta sœur. Merci d'avoir pris le temps. Bravo, well done.
Tu as pris le temps, tu as pris tes 30 secondes de respiration et aujourd'hui, tu ne t'es pas énervé. Au début, on a fait ça très très régulièrement, c'était vraiment vraiment tous les jours. Hein. Et puis petit à petit, maintenant, on le fait quand on en a envie, quand on en ressent le besoin. On n'a pas gardé ce truc de le faire tous les jours parce que ça commençait à aller mieux et tout. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais voilà, on le fait maintenant quand on en a envie, quand on en a besoin. Et puis, dans l'approche Solution Focus, hein, on essaye de toujours voir vers la solution. Le problème, il est là, il existe, on le sait, il prend déjà une place tellement énorme dans notre vie. Essayons de ne pas se focuser justement sur le problème, essayons de se focuser sur ce que la solution pourrait être, quel pourrait être le bonheur idéal. Alors, pour être honnête, si j'ai envie d'être honnête, la première fois que mon ado m'a dit, la première fois que je lui ai répondu ça, quand il m'a dit « j'en ai marre de tout », et que je lui ai répondu « qu'espères-tu de mieux pour toi-même ?» Sa réaction était « what the fuck ?» Qu'est-ce que tu me racontes? J'en ai rien à foutre, j'en ai marre, point, j'en ai marre. Et du coup, j'ai pas insisté. Les premières fois, c'est vrai que j'ai pas insisté, j'ai aussi, voilà. Et du coup, après, petit à petit, j'ai retravaillé un petit peu le truc et c'était plutôt, ok, t'en as marre, hein, mais si t'en avais pas marre, là, juste maintenant, si t'en avais pas marre, hein, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu serais? Voilà. Petit à petit, il a commencé à un petit peu réfléchir et il me dit, je serais plus fatigué de tout. J'aurais plus, voilà, il me dit, avant, j'avais toujours envie de faire ceci, j'avais toujours envie de faire cela, et maintenant, juste l'idée d'y penser, j'ai pas envie de me lever. Je fais, pense pas avant, pense, voilà. Si ça allait mieux. Du coup, qu'est-ce que ça ferait si t'avais plus marre de tout, si t'étais plus fatigué de tout? Je me lèverais le matin, je sourirais, je ferais un bisou, machin, nanana. Ok. Est-ce qu'on peut essayer juste de voir où t'en es, là, maintenant, aujourd'hui, sur ce niveau, et comment tu pourrais faire un tout petit plus demain matin, juste pour être un petit peu mieux demain matin. Il y a des jours où ça marche, il y a des jours où ça marche pas. J'ai pas de recette miracle, malheureusement. Je vous partage juste les petits trucs que j'ai essayé de faire à la maison. Il y a des jours où c'est juste pas la peine, et du coup, moi, je laisse tomber parce que je me dis, je vais pas aller plus loin. Il est pas non plus en condition. Souvent avec les équipes, hein, c'est comme ça que je fais aussi. Il y a des jours avec les équipes, je me dis, c'est juste pas la peine. Je vais pas en rajouter, je vais pas essayer de faire plus que ce qu'il faut. C'est juste, voilà, ils sont juste pas en condition aujourd'hui. On va essayer de passer la journée. Si jamais ça va mieux après, à la fin de la journée, tant mieux. Mais je vais pas insister. Ça, l'autonomie. Donc, j'ai la petite qui est là en train de me dire, moi j'ai le droit de rien faire. Pourquoi lui, il a le droit de tout faire? Ok, t'as 8 ans. Il y en a presque 14, c'est peut-être différent. Non, je vois pas pourquoi, franchement. Pourquoi lui, il a le droit et pas moi? Et puis j'ai l'ado qui me dit, ouais, mais moi, pourquoi j'ai pas le droit de sortir avec mes copains? Pourquoi moi j'ai pas le droit de faire ci? Pourquoi moi j'ai pas le droit de faire ça? Franchement, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Du coup, on a décidé de bien définir les périmètres de délégation de décision. Donc, mon mari et moi, on s'est mis avec les enfants et on a commencé à discuter sur quoi ils pensaient qu'ils n'avaient pas assez d'autonomie. Et ce qu'on a fait, on a fait un delegation board. Il est à la maison, il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire vivant? C'est-à-dire qu'à tout moment, l'un d'eux peut revenir vers nous et nous dire, ok, on peut rediscuter, moi là, j'aimerais bien, par exemple, pouvoir inviter des amis, est-ce que je suis vraiment obligée de te demander à chaque fois ou pas, ou voilà. Donc on en discute, et c'est un travail qui est absolument vivant. Je vous assure que quelque part, ça m'a simplifié la vie, mais tellement que vous pouvez même pas arriver à imaginer, en fait. Essayez-le à la maison, je vous assure que vraiment, ça arrête toute
discussion sur moi j'ai pas le droit, lui il a le droit, pourquoi? Tout est clair, tout est affiché. Après, bien sûr, il y a toujours un petit travail d'accompagnement pour expliquer à la petite que choisir son goûter, oui, mon fils il peut, et puis il m'en informe parce que il sait ce qui est bon pour lui. Il sait qu'effectivement, manger 3 barres de chocolat et boire 1 litre de coca pour le goûter, c'est pas bon, parce qu'on a travaillé avec lui là-dessus avant. Toi, pour l'instant, voilà, tu vois le chocolat, le Nutella, t'as envie de manger le pot, bon, c'est normal. C'est pour ça que papa et maman sont là pour te conseiller. On va te conseiller, mais par contre, on va te demander de quoi t'as envie. Je vais pas te couper une pomme si, en fait, je sais pas, t'as envie d'une omelette. Voilà. Donc c'est juste, voilà, expliquer avec les enfants. Simplifier. Je pense que, pour ma part, je trouve que dans les équipes et en agilité, on oublie un petit peu trop. Que finalement, si on est là, c'est aussi, si on fait ce que l'on fait, c'est aussi que l'on veut aller vers le plus simple. Essayer de retirer tout ce qui est dont on n'a pas besoin, tout ce dont on n'a pas besoin en fait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, maman française, papa britannique. Je dis britannique parce qu'il est un quart écossais. Je me fais engueuler si je dis qu'il est anglais. Donc j'ai dit il est britannique. Retenez bien ça, c'est pas la même chose. Hein. Donc voilà, française, britannique, enfant né à Londres, déménagé en France. Ça fait plein de choses divergentes tout ça. Ça fait plein de trucs qu'on fait pas du tout de la même façon. Dès le départ, on s'est dit mon mari, quoi qu'il arrive, même si j'ai envie de te taper dessus parce que ce que tu viens de dire, je suis absolument pas d'accord. Je suis complètement à l'opposé. Devant les enfants, on fait front commun. Devant les enfants, on est une unité parentale. Et après, par contre, on en discute. Pour voir comment on peut améliorer, pour voir comment moi j'aurais fait, comment toi t'aurais fait, voilà. Mais devant les enfants, on a la même communication, on dit la même chose. C'est pas toujours facile, ni pour lui, ni pour moi. Mais on s'y tient énormément. Mais ça me rappelle énormément le product owner en Scrum. Hein. C'est avoir une seule vision, une vision unique. Pourquoi ? Parce que sinon, les équipes, elles partent un peu partout. On ne sait pas qu'est-ce que l'on doit faire. On ne sait pas qui on doit suivre. Voilà, on ne sait pas où aller. Du coup, ça crée de la complexité, alors qu'il y a une chose très simple, c'est un seul chemin. Par contre, si jamais, après discussion, il y a modification, eh bien, on peut revenir vers les équipes ou vers la famille en disant, voilà, on a discuté ensemble et on pense que c'est mieux comme ça. Mais devant les enfants, devant l'équipe, même vision unique. L'approche itérative. Comment on a mis en place l'approche itérative à la maison ? Encore une fois, donc mon fils est bilingue, anglais-français. Il y a un collège qui a une section internationale américaine, mais qui est très loin de la maison. Quand je dis très loin, ça peut lui prendre 45 minutes le matin pour y aller. Il doit prendre 2 trams, souvent tout seul. Voilà, en 6e, c'est mon bébé, je peux pas le laisser partir tout seul en tram, c'est quand même très difficile. Du coup, ce qu'on a décidé avec mon mari, c'est la première année. Et donc on a dit à Lucas, voilà, papa, maman, c'est la contrainte. La contrainte que l'on te donne, la contrainte que l'on te met, c'est que l'année de 6e, tu vas dans ce collège. Tu as passé les tests, tu les as réussis, tu es accepté. Du coup, tu vas dans ce collège. Par contre, comme on est complètement conscient du fait que c'est loin, du fait que ça va être difficile, du fait que le niveau est extrêmement élevé aussi, et voilà, ça va être un petit peu dur pour toi, on te promet, et on te fait le deal ici, qu'à la fin du 2e trimestre, on fait un point ensemble, et on te promet que là, si tu nous dis « je veux changer de collège », on te change de collège.
On fera un point au bout de 2 trimestres. Au bout des 2 trimestres, c'est dur, hein. C'est dur parce que personnellement, on est persuadé que c'est le meilleur collège pour lui. On est persuadé que c'est là qu'il doit absolument aller. Et mon mari et moi, on est là, on est vraiment tentés. On est tentés d'oublier la promesse qu'on a faite. C'est tentant, parce qu'on veut qu'il continue. Et puis il a l'air plutôt content. Donc on est tentés. Bon, on l'a pas fait. On est resté honnête avec nous-mêmes. On flippait, parce qu'on n'avait qu'une peur, c'est qu'ils nous disent ouais, je veux partir, hein, je vais aller au collège d'à côté. Ça serait dommage. Vraiment, on pense que ça serait dommage. Donc on a discuté avec lui, on lui a dit ok, tu te souviens, la contrainte c'était que tu fasses la première année de 6e là-bas, on est à la fin du 2e trimestre, comment tu te sens? Je me sens plutôt bien, par contre c'est loin, c'est vrai que c'est loin. Et puis le soir il y a beaucoup de devoirs, moi je rentre à la maison, il est presque 19h, j'ai pas envie de les faire. Et puis le lendemain, c'est vrai qu'en fin de semaine, je suis super fatiguée. Les profs, ils sont pas toujours indulgents là-dessus. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester là-bas ou est-ce que tu veux changer de collège? Et là, on est là. On croise les doigts, on croise les orteils, on croise les cheveux, on croise tout parce qu'on a envie que la réponse soit celle qu'on a envie de recevoir. Mais c'est la bonne réponse. Il nous dit ouais, mais j'ai quand même peur. J'ai peur que ça devienne de plus en plus dur. J'ai peur d'être de plus en plus fatiguée. Et donc, ce qu'on lui a proposé, on lui a dit, on va refaire exactement la même chose. C'est-à-dire que tu vas faire ton année de 5e au bout du 2e trimestre. Pourquoi 2e trimestre? Parce que c'est à la fin du 2e trimestre qu'il faut faire les inscriptions pour l'année d'après si jamais on voulait le changer. Donc, on lui a dit, au bout du 2e trimestre de la 5e, on refait exactement le même exercice et on voit où on en est. On voit ce que tu veux faire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme amélioration, en fait, pour te faciliter la chose? Ça a été des petites choses très simples. Est-ce que tu peux aller voir les profs, leur expliquer que je suis le seul dans la classe à venir de si loin et que du coup, des fois, je suis en retard le matin, mais c'est pas de ma faute, c'est le tram qui est cassé ou c'est ceci, c'est cela. Est-ce que des fois, quand je finis à 17h20 ou 17h30, vous pouvez venir me chercher? C'était des petites choses comme ça qu'on a mis en place. Cette année, il est en 4e. On va refaire encore la même chose. Chaque année, on la refait jusqu'à l'année prochaine. Vu comment ça se passe, on a moins peur maintenant, mon mari, parce que ça a quand même l'air de rouler plutôt pas mal. Voilà. Et il nous a dit, l'autre jour, quand on en discutait, il nous a dit, en fait, je me suis sentie, ça m'a soulagée quand vous m'avez dit que c'était que pour 1 an. Ça m'a soulagée quand vous m'avez dit que j'avais le choix et que j'étais pas là, à m'engager pour 4 ans, 4 ans, voilà. J'en prends pour 4 ans et puis c'est tout et j'ai pas le choix. Et ça a été assez honnête, son retour, et c'était plutôt agréable. Donc je ne sais pas s'il y a des choses comme ça, des décisions à prendre dans vos maisons, mais pour nous, en tout cas, ça a marché. Ça a vraiment, vraiment marché et mon fils a énormément apprécié. Impliqué. Donc, avec l'agilité, on implique tous ceux qui vont être sur le projet dès le départ. Chacun a la même voix. C'est ceux qui font, qui décident comment faire. Bon, tout ça, vous connaissez. En 2015, on a voulu faire un super voyage. Je passe les détails, mais c'était notre lune de miel qu'on n'avait jamais eue. Enfin voilà. Et on s'est dit, on va amener les enfants. Et nous voilà à devoir planifier un road trip de 4 semaines aux États-Unis. J'ai lu tous les bouquins, j'ai fait j'ai tout étudié, tous les blogs, machin, là, et j'avais dans ma tête vraiment un itinéraire top que j'avais envie de faire et tout ça. Et puis tout d'un coup, on a commencé à en discuter avec les enfants. Et mon fils, lui me dit, ouais, mais c'est bien gentil, mais moi, ce que je veux faire, c'est aller voir New York. Et là, dans l'itinéraire, il n'y est pas. On peut pas aller voir New York. Et puis ma fille, alors je sais pas pourquoi, s'est mis dans la tête d'aller voir Washington. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais voilà, c'était Washington. Eh bien, ce que l'on a fait, dans le bureau, on a mis une carte des États-Unis. La carte des États-Unis entière.
Et puis on a mis des photos sur les grandes villes, parce que ma fille savait pas lire à l'époque. Et ce qu'on a dit, ok, voilà la carte des États-Unis maintenant. Qu'est-ce que vous voudriez? Si vraiment il y avait ni problème d'argent, ni problème de temps, ni problème de quoi que ce soit, où est-ce que vous voudriez aller? Et on avait des gommettes, et chaque personne dans la famille, les 4, on avait exactement le même nombre de gommettes. Et on a laissé la carte dans le bureau pendant 1 semaine. Et pendant 1 semaine, on pouvait aller, venir, Alors on mettait des gommettes, des fois après on mettait des croix, parce qu'on avait rayé la gommette, on avait réfléchi. Et cette carte, on l'a encore, et on la garde précieusement, parce que ça montre vraiment le processus pour créer notre projet. Et donc du coup, au bout d'un moment, on s'est mis devant la carte, il y avait des gommettes partout. Et on s'est dit, waouh, là, il va nous falloir 1 an, c'est juste pas possible de tout faire. Et du coup, on a commencé à dire, ok, si toi tu rentres au collège ou à l'école demain, tu rentres juste du voyage, voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a plu le plus? De quoi tu étais fier? Papy, mamie viennent nous chercher à l'aéroport. Quelle est la première chose que tu leur dis? Et ça nous a permis déjà de prioriser un petit peu, d'enlever des choses. Mais le problème, c'est qu'on voulait aller dans l'Ouest et que mon fils était toujours sur Miami et New York. Ce que j'ai dit, ok, on n'a qu'à mettre des signes de dollars sur le coût que cela va engendrer. Donc sur notre carte, à côté des points d'intérêt, on a mis les signes de dollars par rapport au coût que cela avait. Et on a comparé par rapport à le nombre de votes et le coût. Ça a permis à mon fils de comprendre que, en fait, si on allait à New York, on ferait pas ni l'hélicoptère ni le rafting dans le Colorado. C'était juste pas possible. De lui-même, il a dit, non, New York, peut-être qu'on le fera une autre fois. Je préfère, du coup, faire ça. Et ça a été un voyage, ça a été notre voyage, vraiment. Et on s'en souvient. On s'en souvient encore et on en parle encore. Et c'est un voyage que l'on a vécu tous parce qu'on l'a construit ensemble, réellement construit ensemble. Alors, ça marche tellement bien que ça se demandait si c'est pas l'agilité qui est venue puiser dans l'organisation familiale finalement. Ça a l'air de coller tellement bien. Est-ce que ça serait pas le cas? Est-ce que les agilistes ne sont pas en fait allés observer des familles, parce que si on regarde bien, des familles, on est des individualités qui vivent ensemble. En règle générale, on partage les mêmes valeurs. Et les entreprises, ce sont des individualités qui collaborent et travaillent ensemble. Et en règle générale, les entreprises ont aussi des valeurs et on essaye de partager les mêmes valeurs. Donc, ce que je me dis, après ça n'engage que moi, essayons d'observer nos organisations familiales, essayons d'observer aussi comment d'autres organisations familiales arrivent à travailler ensemble, bien que les personnes soient bien des individualités et qu'elles aient leur propre personnalité, leur propre caractère, leur propre motivation, leurs propres envies. Essayons d'observer comment elles marchent pour ensuite les mettre en place au sein de l'entreprise. Pour ma part, je le rappelle ici, je ne fais que faire un retour d'expérience sur mon expérience. Ça ne veut pas dire que ça va marcher spécialement pour vous. Ça ne veut pas dire que ça va marcher dans votre famille. Ça ne veut pas dire que ça va marcher dans votre équipe. Pour moi, c'est la même chose avec l'agilité. On a des principes, on a des valeurs, on a des piliers sur lesquels on peut se baser. Mais après, on peut pas dire, on n'est pas tous pareils. Toutes les équipes ne sont pas pareilles. Toutes les entreprises ne sont pas pareilles. Du coup, on ne peut pas tout appliquer de la même façon et copier à chaque fois le même framework ou la même chose. Donc même avec les équipes, je fais pareil. Je me sers de mon expérience personnelle et de mon expérience pro. Et en fait, je reste la même. Que ce soit à la maison ou au travail, je reste la même. Alors je sais qu'on est censé mettre des masques. On nous apprend beaucoup ça. Surtout en tant que manager, on doit porter des masques. On doit se faire à ce jeu de rôle qui existe en entreprise. Voilà. Moi, je me dis, je m'en fiche. Je vais essayer de changer au moins pour moi.
parce que moi, les masques, ça me plaît pas. Je porte pas de masque à la maison, j'ai pas envie d'en porter au boulot non plus. Du coup, je me base vraiment sur les deux. Et donc, juste pour conclure rapidement, c'est ce que j'essaye de faire transparaître par l'exemple, c'est-à-dire je ne fais pas au travail ce que je ne ferai pas à la maison. Je ne ferai pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'ils me fassent, mais je me pose la question, est-ce que dans mon environnement familial je ferai ça? Non, et vice-versa. Pour terminer, lorsque j'ai dit à mon fils qu'il était le personnage principal dans ma presse, la première chose, ça a été, tu donnes pas mon nom, hein? Non, t'inquiète pas. Tu mets rien sur les réseaux sociaux? Non, t'inquiète pas. Tu mets pas de photos, hein? Non, il n'y a pas de souci, c'est bien. Et après, il me dit, bon après, ouais, c'est sympa que tu nous fasses tester des trucs. Du coup, je pense que c'est ce que tu es en train de faire à la maison. Tu nous fais tester des trucs que tu utilises au boulot. Puis tout d'un coup, il me dit, ouais, ok, mais ça serait quand même plus sympa si tu étais cuisinière ou pâtissière et que du coup, ce que tu nous faisais tester, c'était à manger. Bon, sage parole de mon fils. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ou des... Je sais pas, je balance ça, c'est ça? Non, c'est ça, je le lance? Wow! Pardon. Derrière, je crois. C'est quoi ce micro? C'était juste... Allô? Oh, génial. Sur votre slide de... C'était quoi? Jouer au poker. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, s'il vous plaît? Ouais. Bon, vas-y, pose ta question. Ouais. Vous aviez des chiffres pour définir le niveau d'autonomie de la personne. Est-ce que il correspondait à quoi exactement? Bon, ça arrive. Je sais pas pourquoi ça ne veut plus marcher. Alors les chiffres, en fait, c'est l'atelier. Vous pouvez regarder, c'est l'atelier de Jürgen Appelo dans le Management 3.0. Et en fait, ce sont les 7 niveaux de délégation. Alors attention, on est bien clair, ce sont des niveaux de délégation de décision. C'est-à-dire qu'on ne délègue pas des actions ou des activités, on délègue des décisions. Et par exemple, le numéro 1, eh bien c'est moi en tant que manager. Je vous dis quoi faire. Point. Ensuite, le 4, par exemple, c'est on est en commun accord tous. Et si on va à l'extrémité, le 7, c'est l'équipe qui décide tout. Point. Voilà. Et après, entre, ce sont des degrés, des niveaux. Le 2 et le 3, ça reste quand même le manager qui va prendre les décisions. Mais dans le 2, il va juste essayer de vendre les décisions à l'équipe, alors que dans le 3, il va aller demander conseil à l'équipe, vraiment. Et utiliser les conseils qu'il aura reçus pour prendre la décision. Le 5 et le 6, c'est l'équipe qui va prendre la décision. Mais dans le 5, l'équipe va aller demander conseil au manager, par exemple, alors que dans le 6, elle va prendre la décision et juste en informer le manager. Super, merci. Voilà. Ouais. Je sais pas qui lançait le... Ah, ça me rassure, c'est pas facile quand même. Ah ouais, micro et tout, d'accord. Ouais. Bien joué. Moi, j'avais une question sur simplicité, avoir une même parole parent versus enfant, enfin envers les enfants. Et du coup, je comprends la dimension simplicité. Petite parenthèse, j'ai pas d'enfant moi-même, donc peut-être qu'il y a certains contextes que je n'imagine pas. Mais je me dis qu'il peut y avoir aussi une puissance à assumer en tant que parent une divergence de point de vue, une divergence d'opinion, une divergence d'eux. Et que ce qui peut faire exemplarité pour les enfants sera d'être capable d'avoir une communication mature, c'est-à-dire, j'entends que ton père veut faire ci, ça. Moi, j'ai pas tout à fait la même vision, mais on s'est mis d'accord et on partagera ça. Enfin voilà. Alors j'entends que c'est beaucoup plus complexe. Et comme c'était sur le slide simplicité, forcément, c'est peut-être pas ça le message. Mais voilà, moi, quand j'ai entendu ce message-là, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une vraie valeur
d'exemplarité, de transmission et d'autonomisation des enfants d'un point de vue de la communication, d'avoir cette communication mature et d'assumer des divergences de point de vue. Voilà. Alors si, quand je dis on garde la même décision, c'est-à-dire c'est plutôt dans le, j'aime pas le mot punition, mais c'est dans l'action de dire ok, par exemple là pas de PS4 pendant un mois. Si par derrière je dis oh ben non, papa il t'a dit pas pendant un mois, mais moi je veux aller 2 semaines, c'est bon, mais on donne pas le même message. Pour exemple, là, le dernier coup, là, le 4/20 avec l'américain, moi, j'étais prête à juste punir tout. C'est-à-dire, plus de PS4, plus de copains à la maison, plus ceci. Mon mari, lui, a dit non, qu'on lui donne encore une dernière chance. J'ai dit à mon fils, bon, ok, Lucas, là, t'as de la chance, t'as eu papa, parce qu'avec moi, c'était la punition sur tout. Donc, si tu veux, oui, et je pense que c'est pareil avec les équipes, hein. Faut qu'ils comprennent aussi que nous, en tant que parents, on discute. Voilà, mais c'est juste plutôt voilà s'il y a eu une décision de trancher, pas passer par derrière en fait pour saboter le truc. C'est plus dans ce sens-là. Mais merci en tout cas. Il y a quelqu'un là-bas, je crois. C'est bon ? Ouais. En fait, je voulais vous demander combien de temps en fait ça a pris de mettre en place ces différentes pratiques. Ça s'est étalé sur combien d'années, j'imagine ? Ça fait à peu près 3 ans. Voilà, ça s'est fait sur 3 ans, même peut-être plus en fait, parce que le déménagement on l'a fait là il y a bien plus longtemps. Du coup, c'est des pratiques voilà que j'ai mises petit à petit, mais j'ai vraiment commencé à me poser la question. En fait, le Kanban pour le déménagement, je l'ai fait comme ça parce que je voyais vraiment pas comment on allait y arriver sinon. C'était juste voilà. Alors que tout le reste, j'y ai réfléchi quand j'ai vraiment commencé à avoir des problèmes avec mon préado, où j'ai vu que ça commençait à être difficile, alors que jusque là c'était fluide, c'était top, du coup je me posais pas la question. Mais ça prend du temps et surtout comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de choses que j'ai essayé dont j'ai pas parlé parce que ça a pas marché. Il y a des trucs, faut pas non plus les Kanban à la maison pour le samedi matin, je le fais pas tous les samedis matins non plus. J'ai pas envie que ça lasse, j'ai pas envie voilà, j'ai envie que ça reste un message un peu fort quand il y a besoin. Ouais. Est-ce que du coup, le super-héros ou la petite fille ou le préado, ils sont maintenant demandeurs quand ils ont, je sais pas, quand ils constatent un problème ou quand ils voient que ça va pas, est-ce qu'ils se tournent vers vous pour voir si vous avez quelque chose à leur proposer avec un outil ou une méthode? Alors, ils vont pas me dire maman, t'as pas un outil que je peux utiliser ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué qu'effectivement, souvent ils venaient au moins me présenter le problème. Voilà, du style, je viens te le présenter. Je te demande pas un outil, je te demande pas quoi que ce soit, mais je viens te le présenter. Du coup, on commence à discuter et c'est en discutant que on peut voir est-ce que on essaye de mettre quelque chose en place ou pas. Des fois, il n'y a pas besoin. Des fois, c'est juste de discuter. Voilà, je veux pas être systématique en fait dans la proposition d'outils ou dans la proposition de techniques. Voilà, je reste quand même toujours dans le dialogue et je vais pas imposer des choses. C'est fini. Je sais pas s'il y a encore une dernière question. Je pense. C'est bon, on prend la dernière ? Ok. Là-bas. Oui, petite question en fait sur la première mise en place du tout premier Kanban, le premier qui a été mis en place. Vous avez bloqué les manettes en fait pour votre fils. Et puis il a appelé en fait en disant mais qu'est-ce qui se passe, et vous lui avez plus ou moins imposé en fait la méthodologie. On n'était pas vraiment dans le dialogue et la communication. Je me projette en fait dans le milieu professionnel. Du jour au lendemain, ça peut faire un petit peu tout drôle quoi en fait, hein, de se dire bah voilà. Non pardon, c'est juste la lumière qui me. Ah, pardon. Donc voilà, c'est plus le côté imposé en fait finalement par exemple à une équipe une méthodologie sans finalement avoir consulté, voir les réactions, impliqué. Alors là, j'avais que 45 minutes, donc du coup, vous pouvez penser que ça a
extrêmement raccourci. Le Kanban, on en a parlé pendant très longtemps avant que je le mette en place, en fait. On en a parlé pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, je suis rentrée à la maison et j'étais là, c'est pas possible. Regardez, enfin, c'est le bazar partout. Aidez-moi, quoi. En plus, vous êtes en vacances. Nous, on bosse avec papa. Aidez-nous. Je vais vous mettre, si vous voulez, on va mettre un truc. Quel est le problème? Est-ce que c'est que vous voyez pas ce qu'il y a à faire? Ben oui, je sais pas ce qu'il y a à faire. C'était ma fille. Je sais pas, moi. Oui, je peux laver la vaisselle, mais quoi d'autre? Qu'est-ce que t'attends? Voilà. C'était plutôt dans cette discussion-là. C'était de se mettre d'accord sur quelles étaient les attentes, en fait, qu'on avait en tant que parents de leur part quand ils étaient en vacances. Donc du coup, la mise en place du Kanban a été, voilà. C'est juste que bien entendu, c'est comme pour les équipes, les enfants c'est pareil. On peut en parler pendant longtemps, mais c'est le moment où tu le mets en place où le véritable choc arrive et où on se rend compte véritablement de ce que cela implique. Voilà. Bon, on me dit que c'est fini. Ben, merci beaucoup en tout cas. Merci.